La matinale RCF, le grand invité. Une secte cachée au cœur de l'église catholique, deux hommes, deux frères qui ont insufflé une théologie et une spiritualité très populaire dans la seconde moitié du XXe siècle. Les frères Marie-Dominique et Thomas Philippe, le premier a fondé la communauté Saint-Jean, le second la communauté de l'Arche avec Jean Vanier. Ils sont aujourd'hui tous les deux décédés. Malgré les condamnations par Rome dès les années 50, il aura fallu attendre près de 70 ans pour que la vérité fasse jour. Si RCF fait à nouveau le choix ce matin de parler de ce sujet sensible des abus sexuels, malgré la lassitude que ce sujet peut provoquer, c'est que nous croyons que seule la vérité rend libre. Et pour que vérité se fasse, les Dominicains, l'ordre des prêcheurs, a fait appel à une commission indépendante que vous avez présidée. Tanguy Cavalin, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste du christianisme contemporain. Et il y a 3 ans, le supérieur des Dominicains vous a demandé d'enquêter sur ses frères Marie-Dominique et Thomas Philippe. Vous venez de rendre vos conclusions. Ça s'appelle L'Affaire, ça a été publié aux éditions du Cerf. Peut-être avant de revenir en détail sur ce que vous documentez dans cette enquête, sur ces deux frères, revenons d'abord sur votre lettre de mission. Que vous a-t-il été demandé ? Alors, la question était, je dirais, assez simple. Il s'agissait de rendre compte de ce qu'étaient les responsabilités de l'ordre dominicain dans les agissements des frères Philippe. Et donc ces agissements, ils étaient déjà plus ou moins connus, et donc il s'agissait de faire un travail d'historien en fait. Oui, parce qu'effectivement, au moment où je reçois cette lettre de mission, on est en janvier 2020, il y a déjà eu un certain nombre de révélations, donc moi je pars de là, et c'est pour ça que dès l'introduction de mon ouvrage, j'indique que je ne suis pas là pour faire des révélations, c'est pas mon travail. Par contre, mon travail, c'est un travail d'analyse, un travail d'historien. Il s'agit de faire comprendre. Donc à partir de là, effectivement, je m'engage dans un travail qui a duré donc 3 ans. Il s'agit de faire comprendre comment ces événements ont pu avoir lieu dans l'Église, et je dirais même au centre de l'Église. Et pour ça, vous êtes accompagné d'une équipe multidisciplinaire. Oui, avec vraiment des collègues, parce qu'effectivement, c'est un travail qu'on ne peut pas mener tout seul. Donc autour de moi, j'ai une petite équipe, on est 5 en tout, sociologue, Charles Suot, psychiatre, Caroline Mangin, historienne surtout, Nathalie Viette de Paul, avec qui je travaille depuis très longtemps, et puis Sabine Rousseau, une jeune historienne. Et justement, les conclusions de cette enquête, ce que vous publiez aux éditions du Cerf, L'Affaire, c'est ce récit des frères Marie-Dominique et Thomas Philippe. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaye ensemble de reparcourir un peu ce qui a été leur histoire. Et ce qui est assez étonnant, dès 1950, il y avait déjà des alertes sur ces deux frères dont la famille était déjà entourée d'une forme de soupçon. Pourquoi le Vatican n'a-t-il rien fait en 1950 quand il a été au courant des premières informations ? Alors, je ne sais pas si le Vatican n'a rien fait. Je pense que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que moi, ce qui est au contraire... Alors, je partais au début de mon enquête dans la perspective que vous venez d'énoncer, c'est-à-dire rien n'a été fait pour juguler cette espèce de... Moi, ce que j'appelle dans cet ouvrage une subversion au cœur de l'Église. Pendant des décennies, je dirais jusqu'à nos jours. Alors, rien n'a été fait. Début des années 1950, on a Thomas Philippe qui à ce moment-là dirige un centre spirituel qu'on appelle l'Eau Vive, et dont au bout de quelques années, 1952, il est retiré justement parce qu'il y a une plainte d'une première victime. Qu'il accuse donc d'avoir eu des rapports sexuels avec lui. Oui, et qui l'accuse surtout d'avoir des rapports sexuels qui ne sont pas des rapports sexuels forcés, ce sont des rapports sexuels qui sont motivés par la doctrine. Alors à ce moment-là, il faut comprendre que Thomas Philippe est quelqu'un d'extrêmement légitime. C'est l'un des plus fameux théologiens dans l'Église d'ailleurs, catholique. des politiques passent, des grandes personnalités sont là. Exactement. C'est un lieu, effectivement, de rencontre des élites de l'époque. On retrouve Robert Schuman, qui est ministre, l'un des fondateurs de l'Europe, il ne faut pas oublier, ministre des Affaires étrangères constamment sous la 4e République, et puis une
vraiment une ribambelle de diplomates qui sont là justement parce que l'eau vive se donne une visée internationale. Donc il s'agit d'avoir de fonder un centre spirituel qui pourrait irriguer sur l'ensemble du catholicisme dans le monde. Et au cœur de ce centre spirituel, un des frères Philippe, qui est donc condamné par Rome. Il y a donc un procès à Rome, dont les conclusions sont publiées quelques années plus tard, mais qui reste interne au Vatican. Alors, on a deux frères Philippe, donc l'idée c'est très compliqué parce que les Philippe se multiplient. Il y a donc Marie-Dominique et Thomas. Marie-Dominique et Thomas. Celui qui dirige l'eau vive, c'est Thomas, qui est écarté en 1952, qui est écarté par la plainte d'une femme. Donc on a, moi, quelqu'un dont je pense qu'il faut rappeler le nom et l'honneur, qui est Madeleine Guéroux, et qui est écarté de l'eau vive quelques mois plus tard, après avoir dénoncé Thomas Philippe pour les agissements sexuels qu'il a avec lui, qui sont des agissements qui sont constamment justifiés par des arguments mystiques. Justement, peut-être intéressons-nous à ce frère Philippe, Thomas Philippe. Donc c'est celui qui a notamment fondé ce que vous venez de citer, l'eau vive. Il a aussi beaucoup travaillé avec Jean Vanier. Et frère Thomas Philippe a donc été condamné en 1956 à la déposition. C'est une des peines les plus graves dans l'Église catholique. C'est la peine juste avant que l'on retire qu'on est renvoyé à l'état clérical. Et donc il est condamné en 1956. Cette condamnation, elle n'est pas rendue publique. Elle n'est pas en tant que telle rendue publique, c'est-à-dire que le Saint-Office qui prononce cette sentence va la communiquer à ceux qui sont considérés comme étant les complices de Thomas Philippe. Parmi ces complices, il faut citer évidemment Jean Vanier, qui est le complice, je dirais, presque numéro 1. Et l'un des éléments qui est indiqué lors de la sentence du Saint-Office en 1956, c'est que ces complices ne doivent plus jamais avoir affaire ensemble. Or, quelques années plus tard, ils vont à nouveau avoir affaire ensemble. Dès que Thomas Philippe est en quelque sorte libéré de sa réclusion à Rome à la fin des années 1950, début des années 1960, il se retrouve à Trollibreuil, près de Compiègne, et ils vont être le noyau fondateur de l'Arche. Donc ça, c'est pour Thomas Philippe, et oui. On y reviendra aussi, et notamment à ces phénomènes d'emprise. On y reviendra dans quelques instants, mais peut-être l'autre frère Philippe, Marie-Dominique, lui, que lui reproche-t-on ? Alors, Marie-Dominique Philippe, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué justement parce qu'il a été parfaitement couvert par l'institution, et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'il va être constamment, dès 1952, à l'appui de son frère. Il va chercher à justifier les actes de son frère. Il va chercher à les justifier de manière vraiment en allant très loin, puisque la femme qui en fait dénonce Thomas Philippe est une femme qui était dirigée spirituellement par Marie-Dominique Philippe. Ça, c'est essentiel à comprendre. C'est-à-dire quand cette femme commence à subir les assauts sexuels de Thomas Philippe, son réflexe en tant que chrétienne, et profondément chrétienne, c'est de se tourner vers son directeur spirituel en lui disant « Voilà, il se passe quelque chose, pour moi ça me paraît absolument aberrant, mais que dites-vous, vous, en tant que mon directeur spirituel ?» Et Marie-Dominique Philippe va avoir constamment une attitude qui est ambiguë au début, une attitude consistant à dire « Bon, ce que vous subissez, un homme normal, même un prêtre normal, il n'y aurait pas de problème, ce serait moralement répréhensible, mais là, le père Thomas Philippe n'est pas n'importe qui, c'est un saint, il est donc au-dessus de la morale. Et donc, si lui, ça lui fait du bien, laissez-vous faire. Et là, il y a quelque chose qui se rebelle chez cette femme, qui est extraordinaire. On a vraiment là quelqu'un qu'il faut mettre en avant. Elle refuse de consentir à cela. Et elle finit par, faute d'être appuyée par son directeur spirituel, à aller chercher d'autres appuis au sein de l'ordre dominicain d'abord, dans les milieux qui sont autour de l'eau vive. Et puis lorsqu'elle s'aperçoit là aussi qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'euphémisation, c'est pas si grave, c'est fini maintenant, il était fatigué.
lorsqu'elle fait le tour de ces... Et elle se rend compte que tout le monde ne la prend pas au sérieux vraiment. Oui, ou ne fait pas ce qui est à la hauteur, ce qui devrait être fait par rapport à la gravité des événements. À ce moment-là, elle se tourne vers le provincial des Dominicains. Et d'ailleurs, de manière un peu humoristique, on peut dire que quand elle trouve que chez les Dominicains, la procédure n'avance pas suffisamment, elle les menace d'aller encore plus haut. Et à l'époque, aller plus haut, ça veut dire je vais voir les jésuites. D'accord, et aller voir, entre guillemets, la concurrence. Nous sommes avec Tanguy Cavalin. Il publie l'affaire Les Dominicains face au scandale des frères Philippe, une vaste enquête demandée par les Dominicains, l'ordre des prêcheurs, justement pour revenir sur le rôle de cet ordre dans le scandale des frères Philippe. Pour comprendre les frères Philippe, il faut comprendre une autre personnalité de la famille. C'est l'oncle qui était lui aussi dominicain. Quelle est sa place dans cette histoire d'emprise ? Alors, il apparaît comme le patriarche. Il rentre donc dans l'ordre des Dominicains à la fin des années 1890. C'est pour ça que l'enquête remonte très en amont de cette affaire de l'eau vive. Elle remonte en amont, elle part en aval. Bon, il s'agit de couvrir à peu près 150 ans d'histoire du catholicisme, ou en tout cas d'histoire de l'ordre des Dominicains à l'intérieur du catholicisme. Et effectivement, Thomas de Haut, qui a une particularité, il est malvoyant. Et au nom de cette malvoyance, il va constamment demander des dispenses dans sa vie religieuse. Il va demander à pouvoir vivre en dehors des couvents ou, quand il est à l'intérieur des couvents, à ne pas suivre la règle qui est celle... Il cherche à s'affranchir des règles dominicaines. Et c'est quelque chose que l'on retrouve constamment, qu'il va transmettre à ses neveux, à savoir qu'on est dominicain à sa manière. On ne suit pas la règle. Il y a quelque chose de très important dans la vie religieuse qui est absolument essentiel, qu'il faut rappeler. C'est la vie religieuse, c'est une forme de vie. Et on rentre dans une forme de vie. Or, Thomas de Haut rentre dans la forme de vie dominicaine, en quelque sorte, en utilisant donc sa malvoyance, en mettant en avant ses particularités pour pouvoir s'affranchir des contraintes de cette forme de vie. Et il va transmettre cela à ses neveux. Et il va transmettre aussi des mécanismes d'emprise que vous documentez. Quels sont les mécanismes d'emprise que vous avez découverts et qui ont permis à la fin ces abus sexuels ? Parce qu'il faut bien redire que les abus sexuels, c'est peut-être ce qui parle le plus, mais c'est ce qui arrive à la fin. Avant, il y a tout un mécanisme d'emprise. Oui, alors ça c'est très très important. Il faut à la fois dire que effectivement cette affaire est suscitée par la crise des abus sexuels dans l'Église et qu'en même temps elle permet de documenter tout un ensemble d'éléments qui sont autour de l'abus ou de l'agression sexuelle en tant que tel, c'est-à-dire qu'on n'agresse pas dans le système des frères Philippe de Haut, on n'agresse pas comme cela violemment. L'agression n'est pas violente, jamais. Il y a d'abord tout un phénomène progressif de repérage des victimes qui ont des caractéristiques communes. Ce sont en général des religieuses qui ont de hautes aspirations spirituelles. Et c'est là où, je dirais, il y a quelque chose de terrible. Ce sont des femmes qui ont des aspirations très élevées et ce sont ces femmes qui ont des aspirations très élevées qui vont être les premières victimes. Donc l'abus, il est là d'abord, il est sur un abus de confiance. Merci beaucoup Tanguy Cavalin, vous publiez Les Dominicains face au scandale des frères Philippe. Je rappelle que vous êtes historien du christianisme du XXe siècle et Les Dominicains, vous avez demandé justement d'enquêter sur le scandale face aux frères Philippe. Merci d'avoir été l'invité de RCF.